Ceci est la véritable histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pour que les générations se souviennent de l'Apocalypse. À l'issue du dîner offert en son honneur, en présence de notables français et tunisiens, le président du Conseil prend la parole. Les fils des 45 000 Tunisiens qui sont tombés sur les champs de bataille pour la liberté de la France et de ses alliés et pour la liberté du monde, leurs fils ne viendront pas me donner aujourd'hui, ni demain, un démenti. Ils savent, comme le savait leur père, que la puissance de la France est invincible. Ils savent que la France est un pays pacifique, que ses drapeaux sont déjà tellement chargés de gloire que les générations futures ne pourront pas ajouter encore de nouveaux éclats à cette gloire immortelle. Mais ils savent que ce pays pacifique est tranquille parce qu'il est sûr de sa force, parce qu'il a la certitude de sa force. Est en mesure de faire face à toutes les attaques et à tous les défis. Après avoir passé devant le front des troupes qui rendent les honneurs, tandis que les enfants de la manécanterie de Gabès chantent la Marseillaise, la caravane présidentielle part vers le sud, vers la ligne fortifiée de Maret, barrière infranchissable de la Tunisie. Au point d'eau d'Aïn Tounine, en plein désert, les troupes de l'armée d'Afrique qui montent la garde aux frontières de la Tunisie vont défiler devant le président du Conseil. Voici les tirailleurs en tenue de guerre. L'artillerie de montagne. Les canons anti-chars. Dans le ciel passent les escadres aériennes de Tunisie.
tranquilles et curieux, lèvent la tête au bruit des moteurs. Les méharistes, venus de leurs postes lointains, se sont ébranlés à leur tour. Et voici que du fond de l'horizon débouchent au grand galop les escadrons de Spaïs, derrière leur étendard, suivis par les goumiers et les partisans de toutes les tribus du sud tunisien. Novembre 1943. Les ports nord-africains sont pleins de troupes qui s'embarquent. À Oran, la pluie tombe. Les Français partent. Cette fois, nos troupes se mesureront à égalité avec l'Allemand. C'est un matériel moderne et puissant qui est à bord. Une précieuse cargaison. Il faut veiller aux attaques des avions et des sous-marins ennemis. Tout se passe bien. Les côtes d'Italie sont en vue. Et c'est à Bagnoli, petit port voisin de Naples, que l'on débarque le matériel. Des blindés tout neufs qui arrivent des États-Unis. Pour la première fois depuis juin 40, ils vont permettre aux gars de chez nous d'affronter l'ennemi sur le sol même de la forteresse Europe. D'innombrables bateaux sont sous pression. D'autres ports nord-africains connaissent la fièvre du départ. Sous un chaud soleil, enfin revenus, nos troupes s'embarquent. Français de France, Français d'Afrique, musulmans, qui sauront montrer leur égal attachement à la patrie commune. Adieu Bizerte, derniers regards émus, déjà les pensées vont ailleurs. La vie à bord s'organise. Les Marocains ne perdent pas leur bonne humeur. Pas d'alerte, tout va bien, voici une côte, c'est Capri. Surplombant la baie de Naples, le Vésuve avec son panache de fumée. Naples, enfin, terme de la traversée. Naples, première ville italienne où, après les victorieuses campagnes de Tunisie, de Sicile et de Corse, les drapeaux alliés flotteront désormais mêlés à nos couleurs. Par des passerelles qui ont été construites sur les épaves des navires allemands et italiens, nos soldats descendent. Ils prennent contact avec le sol de la péninsule. On utilise aussi des chalands de débarquement, car les gros transports ne peuvent approcher des quais. Nos goumiers ne sont pas dépaysés. Ils ont amené leur mascotte. Et dans la ville à demi ruinée, nos troupes défilent en route vers une nouvelle aventure. Le corps
corps expéditionnaire français a pris sa place sur le champ de bataille italien. Le général Juin rencontre le général Clark qui commande la 5e armée. Le général Roosevelt assure la liaison entre les commandements français et américains. Nos blindés montent. Ils traversent des villages détruits. Ici, à Alvignano, plus loin, à Alippe, on s'est durement battu. Voici le Volturno, qui fut si farouchement défendu par les Allemands. La pluie toujours la boue qui ralentit le trafic, mais ne l'arrête pas. Quelques jours passent, avant de rencontrer l'ennemi et de le prendre à la gorge, nos soldats ont établi ce camp. Les Marocains fêtent l'Aïd el-Kbir autour du traditionnel méchoui. Le soir tombe, une dernière nuit paisible. Les nôtres s'endorment. Un ciel d'hiver italien, un ciel tumultueux protège leur sommeil plein de rêves. D'espoir aussi, car au bout de cette nuit se lèvera une aurore de combat et de gloire. Toute la France, par ma voix, vous accueille avec une joie grave et vous adresse son salut affectueux. Ouvriers qui partez librement pour l'Allemagne, regardez ces hommes que vous croisez sur la route. Leur reconnaissance et celle de la nation tout entière montent vers vous. Ces prisonniers qui rentrent constituent l'avant-garde d'une relève qui commence. Ces ouvriers qui partent me permettront de mieux défendre les intérêts de notre pays. La France se retrouvera plus vite si ses fils comprennent la loi de solidarité de l'effort. Les engagements volontaires ne suffisant pas, chaque entreprise doit fournir son contingent à la déportation du travail. Tous les jeunes gens de la classe 42 sont requis. L'Italie entre en guerre. Les forces fascistes n'ont pas eu le temps de tenter la moindre offensive que l'ordre est donné d'attaquer Gênes. L'escadre française de Méditerranée, intacte, quitte Toulon et fait route vers la côte italienne. Opération audacieuse. Entreprise de jour, donc pleine de dangers. Branle-bas de combat. L'objectif est en vue. Pour beaucoup de ces hommes, c'est le baptême du feu, le premier engagement de cette guerre. Chacun est à son poste, tendu, lucide. Et maintenant, l'action les sollicite, les retient.
les éléments de tir sont calculés. Tourelle 2, 3, 4, feu! Les coups ont porté. Le bombardement a laissé l'ennemi sur place pétrifié, sans réaction. L'escadre rentre à Toulon sans avoir subi de pertes sérieuses. Soir de victoire, bien vite assombri. Les bâtiments qui viennent de remplir avec succès cette mission resteront désormais au port, enchaînés. L'armistice va les condamner. Mais le renoncement n'est pas total. Loin de Bordeaux, loin de Berlin, une voix s'élève. Français, soldats, marins, aviateurs, levez-vous. La France vous en adjure. Une seule chose compte. Le salut de la patrie. Le général de Gaulle mobilise toutes les énergies, fait appel aux hommes décidés à lutter encore. À Gibraltar, l'amiral Muselier, à la tête de quelques bâtiments, se place sous ses ordres. Mais chaque jour, de tous côtés, affluent des Français qui n'acceptent pas la défaite. Ils rejoignent comme ils peuvent, qui à bord d'un côtre, qui sur une barque. De plus en plus nombreux sont ceux qui débarquent sur un rivage ami pour rallier les forces françaises libres. C'est à Londres que s'est cristallisée la volonté de résistance. Le général de Gaulle ne cessera d'indiquer les moyens et le but de la lutte. Symbole émouvant, on le voit saluer la mémoire de Foch, dont l'Allemagne naguère éprouva la force. Les marins prendront une grosse part de la tâche commune. Déjà, le premier bataillon de fusiliers marins est formé. Les marins organisent les services des forces navales françaises libres. L'intéressé a déclaré avoir pris connaissance du statut du personnel des forces françaises libres. S'engage à servir avec honneur, fidélité et discipline dans les forces navales françaises libres pour la durée de la guerre actuellement en cours. Aucune objection? Les chiffres de recrutement augmentent, car nombreux sont les Français qui croient toujours à la victoire. Quelques mois se sont écoulés et le chef du gouvernement français de Londres veut passer en revue les premiers bâtiments d'une marine française renouvelée. Les volontaires de Grande-Bretagne et ceux qui, au péril de leur vie, ont quitté la France envahie, forment les équipages des navires venus de France et de ceux qui nous sont cédés par nos alliés.
problème des cadres trouve aussi sa solution. Une école navale est ouverte à Portsmouth, sur le Courbet, puis sur le président Théodore Tissier, et sur ses annexes, les Goélettes, Étoiles et Belle-Poule. Pour tous les postes, les forces navales libres trouvent des volontaires. Ces flottilles de chalutiers, chasseurs de sous-marins, dragueurs de mines, auxiliaires de tous ordres, sont des bateaux échappés de Boulogne, de Ligne de Saint ou de Calais. Les hommes qui les arment sont des pêcheurs, rudes hommes qui n'ont jamais craint la mort. Ils sont venus trouver en Angleterre plus qu'un refuge, un nouveau poste de combat. Le Surcouf a rallié lui aussi. C'est avec ses 3000 tonnes, son hydravion, ses 150 hommes d'équipage, le plus gros croiseur sous-marin qu'ait jamais possédé une flotte. Avec un seul moteur, il a quitté Brest en juin 40. Le général de Gaulle lui rend visite avant son appareillage vers une nouvelle mission. Des mois passent. Hitler croyait pouvoir asphyxier, étouffer dans leur île les Anglais. Mais aujourd'hui, l'Angleterre respire mieux et avec elle les Français auxquels elle donne asile. Les forces alliées peuvent entreprendre déjà des expéditions importantes. La libération de l'empire colonial français est commencée. Escorté par le Savorgnan de Brazza, le commandant Duboc conduit à Brazzaville le général de Gaulle. La nouvelle flotte française gagne en importance. Il ne se passe de semaine que De Gaulle ne célèbre la mise en service de nouveaux bâtiments. Torpilleurs, corvettes ou vedettes rapides lance-torpilles. Avec le matériel, laisse les équipages, les cadres. Chaque jour, de nouveaux chefs se révèlent, s'affirment dignes de prendre en main les destinées de la flotte. L'amiral Auboineau prend ici contact avec les nouveaux équipages. L'amiral Thierry d'Argentlieu inspecte le centre de formation de Greenock. C'est en Écosse, au chantier de la Clyde, que sont construits les bâtiments destinés aux forces libres. Autre activité de la marine, l'escadrille de chasse Île-de-France, premier embryon des forces aériennes françaises libres, vient d'être créée. Or, c'est avec l'appoint des mécaniciens et arrimeurs de la marine que l'escadrille se prépare à porter ses croix de Lorraine au-devant des avions ennemis. C'est en Écosse également que s'entraînent les commandos marins. La lutte engagée ne prendra fin, tous ces jeunes hommes le savent bien, que par un débarquement. L'entraînement les dispose à ces combats âpres qu'il faudra livrer parfois avec succès, parfois sans espoir. On apprendra plus tard que ces commandos marins se sont distingués à Dieppe et furent les premiers à prendre pied en Normandie. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré Rotonde, continuent à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le vers de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Oui, c'est le cas de sacrifice total de certains pour le salut de tous, qui rassemble toute la patrie. Soldats morts de Keren, Koufra, Mourzouk, Damas,
Birakem, Hameimat, marins de nos navires coulés, Narval, Surcouf, Alice, Mimosa, Poulmic, Viking, chasseurs 8, aviateurs tués dans les ciels des batailles d'Angleterre, d'Orient, d'Afrique, volontaires françaises écrasés à votre poste, équipage de nos navires marchands détruits en service commandé, combattants de Saint-Nazaire tombés, le couteau à la main, fusillés de Nantes, de Paris, de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg et d'ailleurs, c'est vous qui faites que la patrie est indivisible. En vérité, tous les jours, la nation plébiscite la France combattante. C'est vers elle qu'elle se tourne, c'est en elle qu'elle se reconnaît, c'est d'elle seule qu'elle attend la direction de son combat. La France est rassemblée dans une seule volonté et dans une seule espérance. La France tout entière, à la seule exception des traîtres. Eh bien, de même qu'ici, nous nous trouvons réunis, des milliers de Français, des milliers de Françaises, de tous les pays de chez nous, et dont la réunion donne comme une image de la patrie elle-même. De même dis-je que nous nous trouvons réunis côte à côte, dans un même acte de foi, sous le signe immortel de notre croix de Lorraine. Ainsi, soyons-en sûrs, la France sera rassemblée tout entière dans le dernier effort qui l'attend, un seul combat pour une seule patrie. Novembre 1944. Pour la première fois depuis 5 ans, la France a le droit de regarder en face son ancienne victoire. Cérémonie inoubliable que nos alliés et amis anglais sont venus célébrer avec nous. Le général de Gaulle et M. Winston Churchill s'inclinent devant la dalle où le soldat inconnu a monté pendant les 4 ans de notre humiliation sa garde souterraine et vigilante. Une minute de silence. À bord s'organise. Les Marocains ne perdent pas leur bonne humeur. Pas d'alerte, tout va bien, voici une côte, c'est Capri. Surplombant la baie de Naples, le Vésuve avec son panache de fumée. Naples, enfin, terme de la traversée. Naples, première ville italienne où, après les victorieuses campagnes de Tunisie, de Sicile et de Corse, les drapeaux alliés flotteront désormais mêlés à nos couleurs. Par des passerelles qui ont été construites sur les épaves des navires allemands et italiens, nos soldats descendent. Ils prennent contact avec le sol de la péninsule. On utilise aussi des chalands de débarquement, car les gros transports ne peuvent approcher des quais. Nos goumiers ne sont pas dépaysés. Ils ont amené leur mascotte. Et dans la ville à demi ruinée, nos troupes défilent en route vers une nouvelle aventure.
corps expéditionnaire français a pris sa place sur le champ de bataille italien. Le général Juin rencontre le général Clark qui commande la 5e armée. Le général Roosevelt assure la liaison entre les commandements français et américains. Nos blindés montent. Ils traversent des villages détruits. Ici, à Alvignano, plus loin, à Alippe, on s'est durement battu. Voici le Volturno, qui fut si farouchement défendu par les Allemands. Et voici que du fond de l'horizon débouchent au grand galop les escadrons de Spaïs, derrière leur étendard, suivis par les goumiers et les partisans de toutes les tribus du sud tunisien. Novembre 1943. Les ports nord-africains sont pleins de troupes qui s'embarquent. À Oran, la pluie tombe. Les Français partent. Cette fois, nos troupes se mesureront à égalité avec l'Allemand. C'est un matériel moderne et puissant qui est à bord. Une précieuse cargaison. Il faut veiller aux attaques des avions et des sous-marins ennemis. Tout se passe bien. Les côtes d'Italie sont en vue. Et c'est à Bagnoli, petit port voisin de Naples, que l'on débarque le matériel. Des blindés tout neufs qui arrivent des États-Unis. Pour la première fois depuis juin 40, ils vont permettre aux gars de chez nous d'affronter l'ennemi sur le sol même de la forteresse Europe. D'innombrables bateaux sont sous pression. D'autres ports nord-africains connaissent la fièvre du départ. Sous un chaud soleil, enfin revenu, nos troupes s'embarquent. Français de France, Français d'Afrique, musulmans, qui sauront montrer leur égal attachement à la patrie commune. Adieu Bizerte, derniers regards émus, déjà les pensées vont ailleurs. Ceci est la véritable histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pour que les générations se souviennent de l'Apocalypse. À l'issue du dîner offert en son honneur, en présence de notables français et tunisiens, le président du Conseil prend la parole. Les fils des 45 000 Tunisiens qui sont tombés sur les champs de bataille pour la liberté de la France et de ses alliés et pour la liberté du monde, leurs fils ne viendront pas me donner aujourd'hui, ni demain, un démenti. Ils savent
comme le savait leur père, que la puissance de la France est invincible. Ils savent que la France est un pays pacifique, que ses drapeaux sont déjà tellement chargés de gloire que les générations futures ne pourront pas ajouter encore de nouveaux éclats à cette gloire immortelle. Mais ils savent que ce pays pacifique est tranquille parce qu'il est sûr de sa force, parce qu'il a la certitude de sa force. Est en mesure de faire face à toutes les attaques et à tous les défis. Après avoir passé devant le front des troupes qui rendent les honneurs, tandis que les enfants de la manécanterie de Gabès chantent la Marseillaise, la caravane présidentielle part vers le sud, vers la ligne fortifiée de Marette, barrière infranchissable de la Tunisie. Au point d'eau d'Aïn Tounine, en plein désert, les troupes de l'armée d'Afrique qui montent la garde aux frontières de la Tunisie vont défiler devant le président du Conseil. Voici les tirailleurs en tenue de guerre. L'artillerie de montagne. Les canons anti-chars. Dans le ciel passent les escadres aériennes de Tunisie. Les méharas, tranquilles et curieux, lèvent la tête au bruit des moteurs. Les méharistes, venus de leurs postes lointains, se sont ébranlés à leur tour. La pluie toujours la boue qui ralentit le trafic, mais ne l'arrête pas.
Quelques jours passent. Avant de rencontrer l'ennemi et de le prendre à la gorge, nos soldats ont établi ce camp. Les Marocains fêtent l'Aïd el-Kbir autour du traditionnel méchoui. Le soir tombe, une dernière nuit paisible. Les nôtres s'endorment. Un ciel d'hiver italien, un ciel tumultueux protège leur sommeil plein de rêves. D'espoir aussi, car au bout de cette nuit se lèvera une aurore de combat et de gloire. Toute la France, par ma voix, vous accueille avec une joie grave et vous adresse son salut affectueux. Ouvriers qui partez librement pour l'Allemagne, regardez ces hommes que vous croisez sur la route. Leur reconnaissance et celle de la nation tout entière montent vers vous. Ces prisonniers qui rentrent constituent l'avant-garde d'une relève qui commence. Ces ouvriers qui partent me permettront de mieux défendre les intérêts de notre pays. La France se retrouvera plus vite si ses fils comprennent la loi de solidarité de l'effort. Les engagements volontaires ne suffisant pas, chaque entreprise doit fournir son contingent à la déportation du travail. Tous les jeunes gens de la classe 42 sont requis. L'Italie entre en guerre. Les forces fascistes n'ont pas eu le temps de tenter la moindre offensive que l'ordre est donné d'attaquer Gênes. L'escadre française de Méditerranée, intacte, quitte Toulon et fait route vers la côte italienne.